Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilot. Le label Copilot, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagnent dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Déjà, le site internet d'Arès, je me suis lancée, mais j'ai galéré. Déjà, je savais même pas comment on hébergeait un site. Je savais même pas qu'il fallait acheter un nom de domaine. Enfin, je pars de zéro. Moi, je suis commissaire aux comptes, quoi. Donc, déjà, le site Arès, je trouvais ça dur. Est-ce que tu es comme moi, des fois, sur un petit truc où tu veux exactement que ce soit placé là, ou que tu veux cet effet, tu passes 4 heures, alors que le truc, on s'en fout. Il y a que toi qui sais que tu veux faire ça. Comme ça. Moi, je vais passer une semaine s'il faut. Je vais faire 4 heures. Ok, ça me saoule. Mais demain, tu sais, tu te dis, bon, je laisse tomber, là, ça marche pas. Et puis le jour d'après, tu te dis, putain, mais c'est pas possible quand même, je vais quand même y arriver. Et moi, tu recherches. J'ai réfléchi la nuit, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à me réveiller à 4 heures du matin, à faire des trucs sur mon site, parce qu'en fait, il y avait des déclics. Je me suis retrouvée à coder, à faire du codage. J'ai jamais codé. Voilà, si tu veux, moi, c'est des trucs, c'est extraterrestre pour moi. Bon, j'ai découvert que j'arrivais à faire un site internet, c'est pas très compliqué, mais quand même, pour moi, c'était pas facile. Et moi, je pensais que tu l'avais fait faire par quelqu'un, parce que je le trouvais très bien. Tout le monde m'a dit ça. Après, j'ai passé du temps, tu vois, puis c'est pas évident. Parce que j'ai pas fait ça avec Wix, alors j'ai rien contre Wix, mais j'avais pas WordPress élémentaire. Ouais, je fais WordPress. J'avais déjà pas compris qu'il fallait rajouter des plugins sur WordPress pour réussir à avoir des fonctionnalités, donc j'ai galéré au début. Donc déjà, j'ai réussi à créer le site Arès. Déjà, j'étais assez fière de moi. Et là, la plateforme, c'est complètement différent. Déjà, tu es sur un site e-commerce avec un système d'abonnement. Tu fais quoi ? Tu as fait un Shopify ou non, refait un WordPress ? J'ai refait un WordPress avec un Jetpack, avec Stripe, les clés API. Enfin, moi, je comprends rien. Tu as des lignes de code, des clés de sécurité, des machins pour relier le truc. Après, il faut faire en sorte que y ait que des gens qui puissent s'abonner sur ta plateforme pour y accéder. Enfin, là, c'était un level au-dessus. Au début, je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Mais je me suis dit, attends, gros challenge super intéressant. J'ai quand même un bac+8, je suis pas quand trop même un bac+8, je vais y bête. arriver. Et non, mais tout simplement, j'ai pris Internet et j'ai tapé meilleur et je fais des fichiers Excel où je compare tous les trucs que je trouve. Puis après, je prends mes décisions. Prix d'analyse. Ouais, mais je pars de zéro. Je pars vraiment de zéro. Genre, c'est toi qui m'as dit que Stripe existait. Moi, j'ai même pas de compte PayPal. Oui, tu m'as demandé comment tu fais, toi. Pour faire payer sur Internet. Moi, ça m'arrive de payer des trucs sur Internet, mais déjà, j'ai pas de compte PayPal. Lydia, je sais même pas comment ça fonctionne. Je partais de zéro, et puis j'ai demandé à 2-3 personnes, dont toi. Et puis après, j'ai tapé sur Internet, et puis voilà. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Tu t'es débrouillée, quoi. Ouais, je me suis débrouillée. Et en fait, quand tu apprends à te débrouiller, c'est long. Beaucoup plus long que si je devais payer quelqu'un, je suppose, mais au moins je sais faire. T'es fière de toi aussi, puis t'apprends des choses, même si sur le coup, des fois, ça te fait chier de passer 4 heures pour un truc. En fait, et parfois, je hurle dans la maison parce que j'ai réussi à faire cadrer une clé API entre mon Stripe et mon WordPress, machin. Rodolphe, je comprends pas du tout pourquoi je hurle. Après, je dis, viens voir, je lui montre la ligne de code, je dis, t'as vu, j'ai codé ça. T'es trop contente et tout. Moi, je hurle, c'est un truc, j'ai passé 4 heures. Au final, c'est une fonctionnalité. Et voilà, et moi, je suis autodidacte. Donc, en fait, il n'y a rien qui me fait peur. Il y a un truc nouveau, t'inquiète, je vais apprendre. Je suis nulle, ça me prendra du temps, mais je vais apprendre. Et quand tu sais faire ça, après, pour des choses vraiment... Là, tu vois, il faut que je me mette en conformité RGPD. Là, pour le coup, j'ai une copine qui est avocate, qui gère ça. Pour le coup, ça me fait chier, le truc RGPD. Je sais ce que c'est, mais ça me gonfle. J'ai pas du tout envie d'y passer du temps parce que j'ai pas l'impression que ça m'apporte grand-chose. Et que ça va surtout... Enfin, je pense que RGPD, pour le coup, c'est vraiment genre le temps que ça va te prendre à te renseigner, à mettre en application et tout. Et ça me saoule. Là, pour le coup, ça me saoule. Donc là, je vais appeler une copine, je vais la payer, elle est avocate, elle va me mettre en conformité RGPD, etc. Donc bon, ça quand même. Mais voilà, la capacité, c'est d'apprendre. Et moi, j'ai un copain qui a monté sa boîte à 22 ans. Pareil, le mec, il savait rien faire. Et je l'ai vu faire, tu vois, sur Excel et tout. Le mec, il savait pas coder, il savait pas faire de VBA, machin. Et ben, il allait sur Internet et il faisait. Et je me suis dit, ah ouais, ok, lui, il fait comme ça. Et je me suis mise à faire pareil. Et en fait, maintenant, je fais des trucs, tu m'aurais dit que j'aurais été capable de faire ça. Même, tu vois, les idées de business, les idées de machin.
quand j'étais salariée, une heure passée, une heure facturée, voilà. J'avais pas d'idée. Et une fois que tu es dans ton propre truc et que tu laisses ton cerveau aller au gré de tes envies, tu te mets à avoir des super idées. Tant que tu es salarié, tu peux pas savoir que tu es capable de ça, je pense. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Il faut sortir de sa zone de confort parce que sinon, en fait, si tu te dis que t'es pas capable, du coup, tu vas pas tenter. C'est sûr que tu seras jamais capable. Mais je te dis, Arès Conseil, tel qu'il est aujourd'hui, même le jour où on s'est immatriculé, je ne pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Le coaching deck, c'était pas prévu. Créer une plateforme paramétrée. Créer une plateforme, ça date d'il y a 3 mois, là, l'idée. Enfin, si tu veux, je savais même pas que ma vie ressemblerait à ça. C'est ça qui est cool, je trouve. Et ça ressemblera sans doute pas à ce qu'il y aura dans 1 ou dans 5 ans, dans 10 ans. Imagine ce qu'on a fait en 1 an. Imagine dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce qu'on sera. S'il faut Arès, ça sera fini depuis longtemps, je serai partie sur un autre projet. C'est ça que je trouve cool, c'est de se dire qu'en fait, tu fais que des trucs qui te plaisent, quoi. Donc, je pense mais il faut sortir de sa zone de confort pour se rendre compte qu'on est capable de ça. Tant que tu es salarié, moi, la première, tu es trop dans une routine, ton cerveau est trop occupé à faire son travail, tu peux pas, en fait, penser à tout ça. Quand l'imagination, la créativité, quand tu bosses 10 heures par jour et que tu n'as que le week-end pour faire tes machines à laver et tes courses à Leclerc, tu peux pas. C'est pas possible, je pense. Vraiment, physiquement parlant, je pense que c'est pas possible. Par contre, quand tu lâches tout et tu dis, bon, moi, parfois, je me mets sur mon canapé, je prends un papier, un stylo, feuille blanche, papier, stylo. Allez, une idée, il faut qu'il y ait un truc qui sorte. Et puis ça sort, et puis on discute, on brainstorm, il y a des trucs qui sortent. Mais ça, tant que t'as pas expérimenté, tu peux pas le comprendre, je pense. Et donc là, si on revient à tes épreuves du deck, alors tu les passes Du coup, tu profites de la période entre février et mai pour réviser Février et mai, je travaillais. J'ai annoncé du coup, t'avais ton préavis mon départ en de 3 février, mois. etc. Mais je suis partie au 31 mai, donc j'ai passé les épreuves en étant en cabinet. Donc non, moi Rodolphe a fait ça. Rodolphe a profité il est parti. Lui, il avait eu plus de difficultés à obtenir le deck. Il avait besoin d'avoir une vraie période de révision. Moi, j'ai cumulé les deux. Donc non, j'ai continué ma période fiscale avec mes déplacements, mes machins, mes dossiers, finir mes dossiers, etc. Donc j'ai continué ma période fiscale et j'ai passé mon deck en même temps. Donc les écrits et le mémoire. Et ça m'a pas empêché de le valider. Après, j'avais une organisation particulière. Je t'ai levé à 5 heures. Comment tu t'es organisée alors ? C'est pas compliqué. Les gens, quand ils te disent j'ai pas le temps, si, t'as le temps. Donc déjà, essayer de finir plus tôt le soir, c'était pas forcément facile quand j'étais en déplacement. Quoique la technique, c'est que tu laisses ton PC ouvert, même si l'associé est de l'autre côté du PC, il voit pas ton écran. Donc à partir de 19h, je switchais systématiquement sur mon mémoire. Bon, si j'avais fini mon travail, mais en général, je m'organisais dans la journée pour le finir. Donc le soir, j'essayais au moins à partir de 19h de switcher sur le mémoire, même si j'étais en clientèle. Au bout d'un moment, tant pis. Le deck. En fait, c'est plus au niveau des priorités, quoi. Moi, c'est pareil, ça revient un peu à ce qu'on disait. Par rapport à la chance, c'est souvent les gens qui disent j'ai pas le temps, c'est des gens qui font 10 fois moins de trucs que toi. Et en fait, c'est pas leur priorité, mais c'est ok, tu vois. Dans une journée, moi j'ai une copine qui me disait dans une journée, il y a 12 heures. Dans une journée, 24 heures, mais 12 heures de réveillé. Il y a 12 heures de réveillé. On a tous le même quota horaire. Chacun fait ce qu'il veut. Si ta priorité, c'est de faire ta liasse fiscale pour ton client, ok, moi ma priorité c'était le deck. Donc si tu veux, dans une journée, je faisais mon boulot, mais mon boulot j'essayais de le faire dans un temps un peu plus réduit pour garder du temps pour le deck. Donc si tu as le temps de faire ton boulot, normalement tu as le temps, tu pourrais faire ton boulot un peu plus vite et garder un peu de temps pour le deck. Moi ce que je faisais, c'est que je me levais 1 heure plus tôt tous les matins, quoi qu'il arrive, parce que c'était consacré au deck. Entre midi et 2, j'allais pas manger avec les collègues. Je restais au cabinet ou en clientèle, je faisais mes fiches de révision, mes fiches de déonto. Et le soir, à partir de 19h, je switchais sur le mémoire, peu importe où j'étais, en clientèle, au bureau, peu importe. Je switchais sur le mémoire. Je le disais pas forcément, mais je switchais sur le mémoire. Parfois, je bossais jusqu'à 21h, 22h. Et le week-end, j'alternais entre mes activités ludiques. Faut quand même pas... je pense qu'il faut garder un équilibre. Ouais, faut garder un équilibre, sinon tu t'exploses. Et puis, on allait faire une balade, mais en allant faire une balade, je prenais mes fiches de déonto avec moi. Puis au bout d'un moment, je m'asseyais sur un banc en plein milieu de la pampa, et puis je disais, là, pendant 1 heure, on bosse le deck. Et je bossais ma déonto, mais j'avais quand même fait ma balade dans la campagne, quoi. Donc, c'est juste une question d'organisation. C'est juste ça. Donc, les gens qui disent, j'ai pas le temps, j'ai pas plus de temps. Une question de priorité aussi. C'est ça. Parce que forcément, si c'est pas ta priorité, oui, tu vas dire que t'as pas le temps. Mais en soi, même moi, la première fois, je fais plein de trucs, mais des fois, je procrastine sur certaines choses. Oui. Mais en fait, je suis honnête avec moi-même. Je me dis pas, j'ai pas le temps. Je sais qu'en ce moment, j'ai la flemme. Et voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour moi, c'est la différence entre dire j'ai pas le temps et j'ai pas pris le temps. Enfin, je veux dire, entre guillemets, même le président de la République, il a du temps pour faire Bien X sûr. Ou Y chose. C'est juste que c'est pas ta priorité sur le moment. Et c'est totalement OK, mais il faut être honnête avec soi-même et pas dire j'ai pas le temps. C'est comme les gens. Mais c'est le mec qui te dit j'ai pas le temps pour le deck.
C'est le même mec qui te dit j'ai pas le temps de faire du sport. C'est le même mec qui te dit ouais mais moi j'ai pas le temps de partir en week-end. Ouais mais moi j'ai pas le temps. Alors que le week-end il passe son temps sur Netflix. Et... Voilà, moi je connais des gens en cabinet, ils ont pas le temps. Par contre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font 1 heure de Facebook, 1 heure de LinkedIn, toutes les 2 heures, ils se déconcentrent, ils font 1 heure de LinkedIn. Non, moi je faisais mon taf. Une fois que mon taf était terminé, je faisais tout pour passer sur deck. On en revient toujours à la même chose. C'est pas une question de deck, c'est pas une question d'expertise comptable, c'est une question d'état d'esprit. Celui qui te dit j'ai pas le temps pour le deck, c'est le même que celui qui te dit j'ai pas le temps d'aller faire du sport. Si au bout d'un moment t'as pas compris que le sport c'était ta santé et que ça passe bien avant ton boulot, tes liasses fiscales et la satisfaction de ton boss, c'est que t'as pas compris un truc en fait. Donc je l'entends pas moi le discours de j'ai pas le temps. Moi je faisais période fiscale, je gérais une baraque, je gérais une vente d'appartement, un achat de maison, je passais le deck en même temps. Enfin si tu veux, j'ai réussi à mettre tout ça dans une journée. Pourquoi ? Il y a des gens, ils ont des enfants, ils y arrivent. Pourquoi toi, célibataire, qui n'a entre guillemets que ton boulot, tu y arrives pas ? C'est qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ont un problème de mindset, je pense. On en revient toujours à la même chose, que ce soit pour le mais deck. C'est super important et tu vois, c'est le plus important. C'est des trucs qu'on nous enseigne pas à l'école ou qu'on nous explique pas. Ouais. Et après, moi, j'ai pas attendu qu'on me l'enseigne à l'école. Au bout d'un moment, j'ai acheté des bouquins. J'ai acheté des bouquins de développement personnel. J'ai acheté des bouquins sur des mecs qui avaient réussi. Après, si t'attends toujours que ça tombe tout cru de ton enseignement, de tes parents, de je sais pas moi, de l'école, du stage de deck. On ne te donnera jamais assez. Moi, au bout d'un moment, j'ai pris des bouquins. Tout ce que je te dis là, ça m'est pas tombé du ciel, quoi. J'ai lu des bouquins sur des. À un moment donné, j'ai eu envie de m'élever. J'ai compris que c'était pas à l'école, c'était pas dans mes études, c'était pas au boulot. J'ai lu des bouquins, ça m'a fait des gros déclics. Et partant de là, j'ai dit, bon, vas-y, je vais faire autrement. T'as des exemples de livres et de déclics que t'as eu ? Moi, je te dis, à la base, j'avais des problèmes de santé à cause de tout ça. Et donc, j'ai compris donc que ça, c'était pendant le stage ou Ouais, vraiment... c'était pendant le stage, ouais. Donc, moi, j'ai eu des bouquins comme Lise Bourbeau, Écoute ton corps. C'est parti de là. Et là, ça t'explique vraiment que t'es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie, positif comme négatif. Ça te responsabilise. Après, ça peut être un peu... Enfin, du coup, tu peux prendre des fois les choses très à cœur et te dire tout est de ma faute, tu vois. Ça dépend. Justement, c'est pas une question de c'est de ta faute. Mais en fait, si tu pars du principe que tu es responsable de tout, mais absolument de tout, le but, c'est pas de te culpabiliser, de te flageller en disant c'est de ma faute, c'est de te dire j'en suis responsable, donc je peux changer la chose. C'est te dire que c'est toi qui as les cartes. Si tu pars du principe que tu as un problème et que ça vient de l'extérieur, genre je suis stressée, ouais, mais mon boss, c'est un connard. Qu'est-ce que tu fais ? Peux peut-être changer de job. Qu'est-ce que tu fais en fait ? Si ton boss c'est un connard, alors dans ce cas-là, tu fais rien de ta vie. T'attends que ça passe, t'attends que le boss change. Ça arrivera jamais. Par contre, si tu te dis je suis stressée, c'est parce que je laisse mon boss m'atteindre. Ok, là tu dis en fait le problème, enfin la solution, c'est pas le problème vient de moi, c'est la solution va venir de moi. Et maintenant je réfléchis tout comme ça. Un client m'agace, je me dis pas tiens. Je suis stressée à cause d'un client. Je me dis, j'ai laissé un client m'atteindre. Ok, je vais régler le problème moi-même. Je vais virer le client ou je vais faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, quand tu comprends la notion de responsabilité pour tout, ta santé, tu es en mauvaise santé, c'est à toi de trouver la solution. Attends pas que ce soit ton boss, ton chéri, ton machin qui le fasse. Donc, quand tu comprends que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie, positif comme négatif. Et d'ailleurs, positif, c'est chouette parce que quand quelque chose de bien t'arrive, t'es fier, c'est pas de la chance, c'est toi qui l'as provoqué. Mais quand tu comprends que tout ce qui est négatif, ça ne vient que de toi, en tout cas, il n'y a que toi qui pourras changer la chose, tu vis plus pareil. Parce que ça vient pas forcément que de toi, mais en tout cas, la solution, elle va venir de toi. La solution vient de toi, voilà. Ça veut dire, quand on dit responsable, ça veut pas dire ta faute au sens négatif, ça veut dire capacité à changer les choses. Et quand tu comprends ça vraiment pour tout, moi j'avais des problèmes de santé, c'était facile au début, hein. Je disais ouais mon job est stressant, je travaille sur Excel, du coup j'ai mal aux yeux, je suis mal assise chez les clients parce que je travaille sur des chaises de jardin sans clim, sans lumière, du coup ça me fait mal à la tête, machin. Tant que je faisais ça, j'avais mal. Le jour où j'ai compris, ok, t'as un problème de santé, ça vient de ça, ça et ça, ok, est-ce que ça tu peux le changer ? Oui, ça, non, trouve la solution. J'ai plus de problème de santé. Donc il y a ce côté vraiment comprendre que tu es responsable de tout. Une fois que tu as cette compréhension-là, il n'y a plus rien qui peut aller mal dans ta vie puisque tu trouveras toujours la solution pour tout. C'est qu'une question de choix en fait. C'est résoudre des problèmes aussi. Du coup, se rendre compte que quand il y a des problèmes qui viennent de nous ou de l'extérieur. Mais le problème peut venir de l'extérieur, mais quand tu comprends que... Enfin, le problème peut jamais venir de l'extérieur parce que ça veut dire que tu as laissé l'extérieur t'atteindre quelque part. Quelqu'un qui te stresse, moi j'ai eu des bouquins sur le stress. Ok, le mec en face, il est peut-être particulièrement stressant, mais ça veut dire que toi, tu l'as laissé rentrer dans ta bulle. Et ça, pour le coup, c'est ta faute. Enfin, c'est ta responsabilité. C'est pas la responsabilité du mec. Tu mets un mec stressant face à 3 personnes différentes, les 3 personnes ne vont pas réagir de la même manière. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une composante qui vient de toi. Donc, quand tu comprends que c'est ça qu'il faut que tu modifies, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre en fait dans la vie. Non, mais vraiment.
Donc j'ai lu ce bouquin qui était vraiment pas mal sur la responsabilité. Après j'ai lu le Miracle Morning, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le Millionnaire. Mais c'est des basiques ça. Ouais, Miracle Morning c'est basique, bon ça nous avait un peu reboosté. Après moi pour le coup Miracle Morning, je pense que c'est pas je pense que je suis plus couche tard et je l'ai pas suivi mais j'ai compris des choses aussi. C'est un mec qui a eu un accident. C'est plus des routines. Pareil, c'est un mec qui a eu un accident, un crash de bagnole qui a fini coupé en deux, enfin j'exagère mais pété en deux et qui court des marathons. Donc il t'explique qu'il n'y a pas d'histoire de chance, il y a qu'une question de travail, de routine, etc. Donc je te dis pas que tous les bouquins je les ai appliqués, mais dans tous je suis allée puiser des choses. J'ai essayé, mais j'ai lu des Laurent Gounel, enfin j'ai lu plein de choses. Je suis allée puiser à chaque fois les petites choses qui étaient bien dedans et j'ai travaillé un nouveau mindset. Et c'est grâce à ça, je consulte aussi pour les problèmes de stress, pour... Consulte quoi, une ou un psy? Non, pas psy, ça fait longtemps que j'ai arrêté les psys. Je fais de la kinésiologie. Ah, je connais pas, c'est quoi? C'est une pratique en fait qui, donc à la base, toujours pareil, ça venait de mes migraines qui étaient de plus en plus handicapantes. J'ai vu des neurologues, j'ai fait des scanners, j'ai fait plein de choses, ça devenait trop compliqué à gérer. On me donnait de plus en plus de médicaments, des médicaments de plus en plus forts, de plus en plus... avec des effets secondaires. Avec des effets secondaires qui te rendent accro, etc. Donc j'ai pas voulu tomber là-dedans, j'ai voulu trouver d'autres solutions. La kinésiologie, c'est une pratique, bon, faut pas aller voir n'importe qui, mais c'est une pratique qui part du principe que tous tes problèmes physiques, un mal de tête, un mal de dos, une sciatique, ce que tu veux, ou même des maux de ventre, enfin peu importe, il y a souvent une composante émotionnelle ou une composante psychologique qui va avec. Et le but, c'est de dénouer cette composante plutôt psychique pour venir aider à dénouer le côté physique. Et c'est comme ça qu'on a compris que c'était mes problèmes de stress qui engendraient mes problèmes de tête. Donc, à force de consulter, de m'entourer de gens comme ça, je fais de l'hypnose aussi pour mes problèmes aussi de santé. Enfin, à force de m'entourer de gens qui t'apportent des solutions un peu différentes, j'ai fini par avoir ce mindset. Mais ce mindset, c'est pas un mec à l'école qui m'a dit bon, il faut avoir la pensée positive, tu vois. Par contre, c'est un cheminement que tu fais toi-même. Je pense qu'à un moment donné, il faut se prendre par la main. Il faut se dire ok, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie. Il faut pas attendre, il faut soit ça va pas. Prendre ok, qu'est-ce qui s'offre à moi? Après, si tu restes toujours dans ton coin à te dire ah oui mais c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mes enfants, ils sont pas sages, faute de mon boss, c'est la faute de mon chéri, il est pas gentil avec moi. Bon bah ok, mais alors arrête de te plaindre quoi, parce que ça va être comme ça pendant toute ta vie. Donc à un moment, il faut se prendre par la main, faut être honnête avec soi-même. C'est dur parce qu'à un moment donné, tu te dis ok, il y a un truc qui va pas, faut que je change. Et souvent, tu changes beaucoup de choses. Mais quand tu le fais, après, t'es content. Et après, on te dit que t'as de la chance. Et après, on te dit que t'as de la chance, alors qu'en fait, à 27 ans, ça fait déjà 5 ans que tu bosses sur toi-même, tu consultes, ça coûte cher en plus, tu consultes tous les 2 mois pour essayer d'aller mieux, tu fais des démarches, tu fais du travail sur toi-même, tu te remets en question alors que t'es jeune. À la fin, on te dit ouais, mais toi, t'as de la chance, t'es à ton compte. Bon, tu comprends pourquoi c'est un peu agaçant ce genre de discours. Donc ouais, la chance... Et au moment où tu as ton deck, alors en juillet, tu t'y attends. Je pleure. Tu pleures? Ah oui, je pleure. Alors que pourtant, c'était plus peut-être le stress qui Ouais, descendait. on a été diplômés en même temps avec Rodolphe, on a pleuré. Parce qu'en plus, tu avais le stress de toi savoir si t'es diplômé et savoir si l'autre est diplômé, ouais. Parce que si toi t'es content mais que l'autre l'est pas. Et puis le projet de monter la boîte, il était à 2. On s'était quand même préparé à ce que si l'un des deux ne l'avait pas, ou voire les deux, c'était pas grave. Enfin, non, puis en plus, de base, vous vouliez faire un cabinet de... Bon, on savait pas à l'époque. Au moment où on était diplômés, il suffisait qu'il y en ait un des deux si jamais c'était un cabinet d'expertise comptable. C'est ce qu'on s'était dit. Bon, ça aurait été quand même pas cool, mais on s'était préparé. Mais quand on a eu le deck, ouais, on a pleuré, beaucoup pleuré. T'étais limite peut-être plus contente pour lui que pour toi. Ouais, parce que Rodolphe, du coup, ça faisait longtemps ça faisait plusieurs années que je l'épaulais pour le deck. Il s'est battu, il s'est accroché, ça n'a pas toujours fonctionné, il a été souvent très démoralisé, puis c'est difficile en tant que compagne quelque part, en plus dans la même filière. En plus quand toi ça marche et ouais, alors à l'époque ça marchait pas parce que je passais pas le deck, mais j'essayais de l'accompagner sans non plus, enfin c'est difficile, puis de voir ta moitié il pleurait quand ça se passait, enfin vraiment ça l'avait beaucoup atteint ce deck, c'était difficile mais il s'accrochait, tu vois. Et en fait limite quand on l'a eu, j'étais plus... Enfin, si tu veux, j'ai vu mon nom en premier parce que... Mais toi, tu t'y attendais, entre guillemets. Moi, je le savais. Moi, si tu veux, pour moi, il n'y a pas de secret. Tu bosses, tu l'as. J'avais bossé, je devais l'avoir. C'était obligé. Après, il peut se trouver que pour un point, tu passes pas. Mais moi, je bosse et quand je bosse, j'ai des bonnes notes. Donc, je n'avais pas trop de doutes. Mais en fait, quand j'ai vu mon nom, bon, moi, j'étais en début de liste. Donc, vite, j'étais contente, mais je suis vite allée à la fin pour voir si lui était diplômé. Et j'étais soulagée qu'on l'ait tous les deux. On a pleuré. Enfin, voilà. Après, on est partis 3 mois en vacances. Et là, ça a été le déclic. Et là, c'était... Surtout lui qui avait mis un peu plus de temps que moi, ça a été vraiment
plus fort pour lui, je pense, l'obtention du deck que pour moi. Et là, du coup, on s'est dit, vas-y, c'est bon, ça c'est tourné comme page, on peut passer à autre chose. Il y a vraiment un déclic quand t'as le deck. Ça fait 3 ans que tu le bosses. C'est presque ta carte pour la liberté. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voyait en tout cas. Même si on était déjà aujourd'hui, entre guillemets, vous n'êtes pas expert comptable et pourtant, c'était quand même, entre dire, la case à cocher. Après, c'est difficile, le deck, psychologiquement parlant. Même moi qui l'ai eu vite, psychologiquement parlant, c'est chaud. Enfin, je veux dire, tu passes t'as envie de faire autre chose quand tu bosses en cabinet. T'as envie de faire autre chose que de bosser ton deck, mais tu t'y mets tellement d'énergie, t'as tellement travaillé pour ça, t'as tellement misé là-dessus que quand tu l'as, il y a ce côté... on a chialé, quoi. D'ailleurs, en attendant les résultats... C'est la pression qui retombe. Ouais, la pression, c'est ça. Et puis tu dis, putain, je le mérite, quoi. Et c'est bon, c'est passé pour tous les deux en même temps. C'était vraiment ce jour-là, en attendant les résultats, on était tellement stressés qu'on était partis se promener dans la campagne. On avait mis les chaussures de rando, on s'était barrés. On voulait pas. Vous n'avez pas regardé direct, vous avez attendu la fin de la journée. Non. On savait à quelle heure ça allait tomber, donc on avait pris un téléphone quand même. Mais on avait dit, on va marcher, quoi, parce qu'en fait, on était tellement stressés qu'on voulait pas rester à la maison à attendre. On l'avait déjà vécu avec Rodolphe, d'attendre les résultats sur le canapé. On s'était mis dans tous nos états. Et parce que lui, il l'avait pas eu. Comment tu l'avais vécu, ça, le fait qu'il l'ait pas Alors, la toute première fois, quand il l'a pas eu, c'est moi qui ai vu les résultats. Les résultats étaient tombés dans la nuit. Au lieu de tomber à 10h du matin, ils étaient tombés dans la nuit. On était tous les deux au cabinet, chacun dans son cabinet. Moi, je suis allée voir les résultats. J'ai vu qu'il l'avait pas. Du coup, je l'ai appelé. Bon, voilà. La deuxième fois, je sais plus combien de fois, mais parce qu'il avait d'abord passé que les écrits, donc ça s'était pas bien passé. Après, il a passé les écrits, l'oral, il n'avait pas eu non plus. Donc, la deuxième fois, ça devait tomber à 11h et c'est tombé à 16h. Qu'on a passé, je crois qu'on n'est pas allé bosser tous les deux. On était en télétravail. On a passé des heures à se tordre sur le canapé, à attendre les résultats, puis il l'a pas eu. On a pleuré. Enfin, vraiment, franchement, c'était des épreuves difficiles à vivre. Puis lui, il est un peu plus âgé que moi, il en avait marre, tu vois. Puis c'est dur. Et puis là, du coup, quand on l'a eu tous les deux en même temps, on a tellement galéré parce que je l'ai vécu avec lui. Là, c'était moi de Rodolphe, depuis que je le connais, il est sur le deck, tu vois. Donc, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Donc, tu vois, c'était un soulagement. Enfin, franchement, c'était fort. Et après, on a dit, vas-y, route feu gaz. Maintenant qu'on a le deck, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Donc, du coup, là, on est parti en vacances. Et après, on s'est lancé dans la création de la boîte. Et comment vous avez eu l'idée, justement, de quoi faire avec la boîte Au tout début, Rodolphe voulait faire l'expertise. Rodolphe était parti pour monter un cabinet d'expertise comptable normal, avec ses petits clients, faire ses TVA, ses trucs. Putain, moi, je lui ai dit quand même, on n'a pas fait tout ça pour... Puis moi, j'avais dit, moi, je fais pas d'expertise comptable, tu vas te taper une débutante. C'est lui qui va... Et puis c'est lui qui va... Et puis moi, je vais faire quoi ? J'ai dit, moi, je vais pas t'aider, tu vas rentrer du flux. Toi, ça va te frustrer parce que moi, je vais faire autre chose, mais je vais jamais t'aider. Puis j'ai pas envie de me fader tes dossiers d'expertise comptable à la noix, là, moi, ça m'intéresse pas. Il m'a dit, ouais, mais quand même, ça nous ferait un peu de récurrent. Je lui dis, écoute, après, on a commencé à calculer les cotises de l'ordre et tout. Bon. On s'est dit, écoute, ça coûte combien, cotises de l'ordre ? Franchement, je sais plus, mais entre ça, la CAVEC, etc., bon, si tu t'inscris à l'ordre, il faut que ça soit pas pour rien, ce soit pas pour 3 clients, quoi. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, tu veux pas qu'on tente un truc ? On tente de pas s'inscrire et donc de pas faire de comptabilité. On essaie de faire que ce qui nous plaît. Si ça marche pas, écoute, qu'à cela ne tienne. On pourra toujours refaire de la compta. Mais viens, on essaye comme ça. Parce qu'en fait, quand on faisait la liste de ce qu'on voulait faire, il n'y a rien qui rentrait dans le terme comptabilité. On savait juste qu'il avait 2-3 clients qui pouvaient le suivre, mais c'est tout. Et je lui dis, écoute, viens, on tente autre chose. Et il n'était pas chaud au début. Il me dit, mais quand même, allez, un de nous deux s'inscrit, on fait un peu... J'ai dit, non, si un de nous deux s'inscrit, tu vas rentrer du volume et tu vas te faire happer par le travail. Et ce que tu as vécu en cabinet, tu vas le vivre pour toi, mais tu vas le vivre encore pire, parce que ça va être la pression de ton taf. Et j'avais dit, moi, j'ai pas fait tout ça pour me taper une vie de compta. Et elle a dit, ouais, bon, ok, t'as pas tort. Allez, on essaye. Et aujourd'hui, heureusement qu'on s'est pas inscrit à l'ordre et qu'on fait pas de compta. C'est parti comme ça. Mais jusqu'au dernier moment, lui était plutôt parti pour monter un cabinet d'expertise normal. Puis après, on a listé toutes les missions qu'on voulait faire. Il n'y en avait pas beaucoup qui ressemblaient à de la comptabilité. On a dit, bon, allez, on tente. Je lui ai dit, écoute, moi, j'avais pas fait tout ça pour faire de la compta. Viens, on essaye. Et on a essayé. Et aujourd'hui, je te dis, on repartirait pas en arrière. On a fait le bon choix. C'était quel type de mission alors que tu voulais faire ? Tout sauf de la compta. Je savais pas, à l'époque, le coaching deck, tout ça, c'était pas forcément dans les tuyaux parce que au début, j'avais pas mon deck. En fait, pour tout avouer, quand je suis partie du cabinet, je pense que je savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais dit, ouais, je ferais des missions RSE. Autant te dire que les missions RSE, les clients sont pas prêts à payer pour ça. Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment, en tout cas. Quand je suis partie du cabinet, je faisais des grands sourires, mais en réalité, dans ma tête, je savais pas trop ce qu'on allait faire. La vérité, c'est ça, c'est qu'on savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais ça te faisait pas peur ? Non.
C'était plus pour rassurer les autres, vu qu'ils disaient mais qu'est-ce que tu vas faire, on va faire de ça. Rodolphe, il y a des clients en expertise. Dans la tête, on ne fera pas d'expertise. Donc, en réalité, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et puis, petit à petit, on s'est mis à l'écoute du marché, à l'écoute des besoins des clients. On a écouté les gens. Ah, t'as besoin de ça. Ok, les gens, ils ont besoin de conseils. Ok, les gens ont besoin de ça. Ok. Coaching, ok. Et là, on s'est dit, attends, on va proposer. En fait, on est à l'écoute des besoins et on répond à un besoin. Si tu commences à essayer de te faire tes missions sans écouter les besoins, tu pars un peu dans le mur. On est parti des besoins des gens. On sait qu'on pouvait y répondre et on a fait nos missions comme ça, en fait. Et toi, alors, comment c'est venu le coaching deck ? C'est pas moi, c'est Rodolphe qui m'a forcé à le faire. Moi, j'avais pas du tout la prétention de faire du coaching deck. Déjà, passer mon deck, c'était pas mal. Par contre, j'ai toujours donné des cours. Moi, l'enseignement, depuis que je suis au lycée, je donne des cours. À la fac, je donnais des cours. Quand tu étais à la fac ou tu donnais des cours à la fac ? Non, quand j'étais étudiante à la fac, je donnais des cours particuliers, des cours à des groupes aussi, en compta, tout ça. J'ai toujours adoré ça, cours de maths, tout ce que tu veux. J'adorais donner des cours, donc je suis quand même quelqu'un qui est très dans la transmission, la pédagogie, c'est quelque chose que j'aime bien. D'un autre côté, les examens, au sens passer un diplôme, pour moi, c'est assez logique. Je comprends les attentes. Ça fait pas de moi un bon professionnel, mais en tout cas, ça fait de moi, j'appelle ça une bête à examen. C'est-à-dire, moi, je comprends comment fonctionne un examen. Je comprends ce qu'attend un jury. Des fois, c'est bête et méchant. Ils te demandent ça, il faut les donner. Ouais, je comprends quand il y a une question, ce qu'on attend. Je comprends comment gagner des points. C'est une intelligence particulière. Je te dis encore une fois, ça fait pas de moi quelqu'un qui sait faire une TVA, mais ça fait quelqu'un qui comprend la logique des examens. Pareil pour les oraux. J'ai vécu 2 decks, parce que j'ai vécu le deck de Rodolphe et le mien. Et puis, naturellement, j'ai des gens qui, en passant le deck, me demandaient un peu des conseils. Parce que tu avais eu une bonne note aussi. Mais même avant ça, même pendant que moi, je passais mon deck, avec des copines, on échangeait. Puis, je sais pas, pour moi, c'était assez naturel de, quelque part, de donner des conseils. Il se trouve que j'ai eu de bonnes notes au deck. Et j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont dit tiens, ça te dirait pas de m'accompagner? Je te dis si, mais bénévolement. Ouais, je me sens pas légitime, quoi. Et puis comme ça, quoi, vraiment un petit truc par-ci par-là. Et Rodolphe, qui lui avait été accompagné par une coach, m'a dit fais-le. Je lui ai dit non, moi je prétends rien, enfin non. Il m'a dit si, tu te rends pas compte, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de toi. Je dis ouais, mais bon, quand même. Et au début, je voulais faire que les sujets RSE. Tu vois, j'étais là, ma spécialité c'est le RSE, je ferais que du RSE. Il m'a dit non. C'est lui qui m'a poussé. Donc là, c'est marrant, c'était dans le sens inverse. Parce que de base, c'était lui qui voulait s'inscrire à l'ordre et t'as dit ah non, vas-y, viens, on s'inscrit pas. Et là, c'était l'inverse. Toi, tu disais je me restreins. C'est pareil, moi, je voulais faire que les sujets RSE, que le mémoire. Lui, il m'a dit non, fais les écrits aussi. Non, je veux pas faire les écrits, c'est pas possible. Elle est où ma légitimité? Et là, c'est là où c'est important d'être bien entouré parce que là, il m'a montré toutes mes qualités. J'avais un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je déteste parler de ça. Ça fait un peu genre, je me sous-estime. Mais moi, je prétendais rien. Il m'a poussé. Je commençais à accompagner une personne au début, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5, 6, 7, 8, 10. Commence à avoir des bons retours, des gens qui étaient... Toi, peut-être que tu disais, mais non, je peux pas faire ça, mais en fait, tu le faisais déjà. Au début, si tu veux, je disais non, et puis après, Rodolphe me poussait, donc je faisais un peu. Et puis les retours étaient positifs, les gens étaient contents, mais vraiment, genre, il y a des gens qui m'ont appelé quand ils étaient diplômés, limite... je sais pas. C'est grâce à toi, quoi. Ouais, alors que moi, je considère pas que c'est grâce à moi. Moi, je suis là pour accompagner, pour donner des clés. Après, le mec, c'est lui qui passe le deck. C'est lui qui écrit, ouais. Et je déteste d'ailleurs sur les posts LinkedIn, quand quelqu'un est diplômé, je mets jamais mon petit grain de sel pour dire je suis ravie de t'avoir accompagné, sauf si la personne m'identifie. Mais jamais je mets mon grain de sel, c'est leur réussite à eux, tu vois. Moi, je suis là pour le petit coup de boost, la petite. Je suis là pour aider, ouais. Je suis là pour cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. C'est comme ça que je considère. Après, il y a des gens que j'accompagne vraiment sur le fond, mais je ne prétends jamais ça, en tout cas. Des retours positifs, des gens très contents, des gens qui m'ont demandé encore plus, des gens qui m'ont demandé sur les écrits. Et quand j'ai commencé à comprendre que ça faisait du bien aux gens, je me suis dit vas-y, je vais le faire. De là, je l'ai vraiment commencé à le développer. Ça a beaucoup pris. Oui, si, ça a pris. Puis les gens étant toujours très très contents, du coup c'est devenu une de mes activités principales. Et puis moi j'adore la formation, j'adore ça, donner des cours, etc. C'est vraiment, pour le coup, je suis à l'aise avec ça. Et du coup j'en ai fait mon activité. Mais à la base, je voulais pas. Et tu fais pas que du coaching deck, tu donnes aussi des cours? Ouais, j'enseigne en école de commerce, donc ça c'est pareil. Moi je pense que dans ma vie, soit j'aurais été expert comptable, soit j'aurais été prof. C'est vraiment une époque je voulais faire. Mixé un peu les deux. Ouais, je voulais faire passer le doctorat enseignant-chercheur. Je m'étais tâtée à faire la thèse, puis je l'ai pas fait. Et finalement, j'ai réussi à mixer les deux. Donc, je donne des cours aussi en école de commerce. J'aime ça, j'adore ça. Ça prend du temps, mais j'aime ça. On fait aussi des formations sur d'autres sujets RSE pour ceux qui ont besoin, des formations sur le logiciel.
Ouais, logiciel, Excel, pour des experts comptables qui ont besoin. En fait, formation de tous les sujets que je maîtrise, quelque part. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et aujourd'hui, je pense que c'est 90% de mon activité. Et du coup, je fais ce que j'aime. Et puis, tout en étant expert comptable diplômé, mais sans faire de compta. Donc, par contre, tu m'aurais dit quand j'ai monté Arès que je ferais ça aujourd'hui, j'aurais pas cru. C'était pas prévu. C'était pas dans la liste des missions de base, tu vois. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu de ton projet ? On a déjà vite fait évoquer au niveau de la plateforme. Qu'est-ce que tu voudrais faire exactement ? Au niveau de la plateforme ? Oui, c'est ça. Et du coup, de toute façon, quand le podcast sortira, je pense que la plateforme sera peut-être déjà en ligne. Donc, je mettrai le lien. Ouais, en ligne ou en cours de création. En fait, l'idée, c'est de partir du principe que le coaching deck, beaucoup de gens en ont besoin. Enfin, en tout cas, en font la demande. Tant que c'était pris en charge par CPF, c'était pas trop compliqué parce qu'ils avaient des budgets. Donc, ils pouvaient se payer du coaching individuel. Mais maintenant que CPF a arrêté, alors peut-être que quand je lancerai la plateforme, CPF sera revenu, mais ça change quand même pas le problème. Parce qu'au bout d'un moment, t'en as plus, ou t'as pas forcément des budgets énormes. L'idée, c'est de pouvoir proposer à des gens avec un abonnement mensuel, comme tu t'abonnerais à ta salle de sport ou je sais pas, à Netflix ou un truc comme ça, avec un abonnement mensuel, d'avoir accès à une plateforme en ligne avec toutes les vidéos, Alors, il y aura des vidéos, il y aura des fiches, il y aura des lives, il y aura des newsletters, il y aura tout autour du deck, donc les écrits et le mémoire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant du coaching deck que les gens me payaient un tarif horaire, mais en fait, les conseils que je donne sont souvent, je dirais au moins à 80%, des conseils génériques. C'est-à-dire, quand je fais des préparations à l'oral, par exemple, l'oral du deck, 90% de ce que je dis la même chose à deux personnes. Quel nombre de pages, quelle police, les annexes. Donc ça, c'est pour le mémoire, mais pour l'oral, quand je leur dis qu'il faut préparer les points forts, les points faibles, les machins, si tu veux que je le fasse en individuel à 100 et quelques euros de l'heure ou que je le fasse en collectif à 20 euros le webinaire, c'est pareil. Donc je me suis dit, pour 80% de l'accompagnement, c'est quelque chose que les gens pourraient suivre quand ils veulent, parce que là, c'est bien les webinaires, bon, tu vas me dire, il y a les replays, mais le problème du webinaire, c'est que c'est tel jour à telle heure, il faut que la personne soit disponible. Souvent, les gens nous envoient des messages en nous disant je suis arrivé trop tard, ou alors j'étais en déplacement. Surtout nous, dans notre il tombe en période fiscale. Ça cale pas toujours avec ton emploi du temps. Clients. Ouais. Donc l'idée, ça serait que sur cette plateforme, pour les écrits comme pour le mémoire, il y ait accès à tous les conseils, tout en fait pour passer ton deck. Et après, les gens, si vraiment ils ont besoin d'un accompagnement très spécifique sur leur sujet, une relecture ou quelque chose de très pointu, là ils passent en coaching individuel, mais ça permettrait aux gens d'avoir accès en libre accès, alors avec un abonnement mensuel, mais en libre accès à tous les conseils, donc 90% des conseils pour le deck sous forme de vidéos, etc. Et après, les 10% restants, ils se paieraient du coaching deck. Donc ça, c'est l'objectif de la plateforme que je suis en train, du coup, de mettre en place. Encore une fois, c'est long parce que entre tout ce qu'il faut faire, c'est long. Il faut créer les contenus, etc. Mais ça serait l'objectif que les gens, en fait, aient à leur disposition. Comme tu ouvrirais un bouquin pour le DSCG et tu révises quand tu veux, là, tu ouvrirais ta plateforme pour le deck et tu aurais accès à tout. Je mettrai en place des lives où les gens pourront poser leurs questions, ce sera compris dans l'abonnement, etc. Donc c'est ça l'objectif. Et qu'après le coaching individuel soit réservé à vraiment un besoin spécifique. Comme ça, les gens économisent un peu sur le coaching individuel et après ont accès à la plateforme pour tout le reste des conseils. C'est super, en tout cas c'est un concept qui est innovant et j'espère qu'il trouvera son public. Donc, moi je trouve ça une chouette idée en tout cas. Encore une fois, j'essaie de répondre à des besoins, j'essaie de voir ce qui se passe, de voir de quoi les gens ont besoin, de voir quelles sont les contraintes des gens. La contrainte, elle n'est pas compliquée, elle est financière, elle est en termes de temps. Donc voilà, de donner accès à cette plateforme tout le temps en libre accès. Les gens sont abonnés, après ils y vont quand ils veulent, ils regardent les vidéos quand ils veulent, entre midi et 2, le matin, la nuit, le soir, le week-end. Et après, voilà, ils se gardent le budget vraiment pour le coaching individuel, pour des questions plus précises. La newsletter permettra de mettre tout le monde au courant sur les modifications de la note du jury, les dates d'échéance, des choses comme ça. Donc c'est ça l'objectif de cette plateforme. Comme ça, je pourrais accompagner plus de gens. Donc c'est moins frustrant parce qu'aujourd'hui, tu peux pas accompagner tout le monde. Non, aujourd'hui, quand là, pour les mémoires, j'ai dû refuser beaucoup de gens parce qu'en fait, mon temps, il n'est pas extensible. Alors que là, si tu veux, je pourrais faire bénéficier à beaucoup plus de personnes de 90% de mes conseils. Et après, pour les conseils vraiment très spécifiques, là, on restera sur du coaching individuel. Mais du coup, vu que j'en aurai moins des demandes de coaching individuel, je pense pouvoir du coup répondre à tout le monde, puisque les gens, au lieu de me solliciter sur 10 heures, me solliciteront sur peut-être 2, 3, 4 heures simplement. Et donc, je pourrais répondre à tout le monde. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. La demande est plus forte que l'offre.
Donc, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Donc, ce serait l'objectif de cette plateforme. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais aujourd'hui ? En termes de contenu ou en termes de train de vie ? C'est la liberté. C'est qu'en fait, si aujourd'hui ça me plaît de faire du coaching deck, j'en fais. Si demain ça me plaît plus, j'arrête. Si aujourd'hui j'ai envie de développer un nouveau type de mission parce que ça m'intéresse, voilà. Si aujourd'hui j'ai envie de travailler dimanche et pas lundi, je travaille dimanche et pas lundi. Si je veux partir en vacances en mars mais rester chez moi au mois d'août, voilà. C'est qu'en fait j'ai de comptes à rendre à personne. Je travaille quand même, les gens ont tendance à croire que je travaille pas, mais je travaille pas pareil, je travaille plus efficacement. Parfois je travaille que le matin, je travaille que 2-3 heures dans la journée. Des fois ça peut être à partir de après manger. La dernière fois j'ai bossé jusqu'à 23 heures, voilà, mais je fais ce que je veux. Si j'ai un rendez-vous dans la journée, je fais mon rendez-vous. Si après manger j'ai envie de bosser parce que j'ai une bonne idée, ben, je le fais. C'est ce côté liberté. Après, encore une fois, je pense que ça conviendrait pas à tout le monde parce qu'il faut un peu d'organisation et un peu d'assiduité. Puis je travaille d'où je veux, quand je veux. Je fais ce que je veux et ça n'a pas de prix. Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Alors c'est peut-être juste quand on est revenu là de manger, ça parlait de la TVA qui n'était pas passée, quoi les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que c'est la compta que tu détestes le plus ? Alors la compta, c'est Rodolphe qui le gère du coup. Au final, ce qui est le plus relou, c'est de gérer notre compta. Ouais, c'est bête, hein, mais c'est de faire nos propres déclarations de TVA, ça me gonfle. J'ai l'impression que c'est une CA12, hein, donc c'est manuel, mais c'est du temps passé pour rien, je trouve. Enfin bon, voilà. Non, encore que ça va, on a une petite compta, donc c'est pas gênant. Le truc, pour l'instant, on n'est pas encore 100% indépendant. Parce que quelque part, quand je travaille pour une école de commerce, quand je travaille, parce que je passe par des organismes de formation, des choses comme ça, il y a encore des trucs où c'est là que je me rends compte que je suis vraiment pas faite pour le salariat, mais même je suis vraiment pas faite pour autre chose que bosser uniquement pour moi. On n'est pas encore 100% indépendant, tu vois. Quand je travaille pour une école de commerce, j'ai des horaires, je suis obligée de venir à Toulouse alors que j'habite un peu plus loin. Ouais, mais après, c'est quand même... ils te facturent pour toi, ça, et bien sûr. Là, tu fais la fine bouche maintenant. Je fais la fine bouche, c'est pour ça que tu me dis qu'est-ce qui te plaît le moins. Il n'y a rien qui me plaît le moins à part faire ma TVA. Non, voilà, après, si quelque chose me plaît pas, je l'arrête. Donc en fait, il n'y a rien qui peut ne pas me plaire. Dès qu'un truc me gonfle, on l'arrête. On se dit pas, oui, mais ça nous fait du chiffre d'affaires. Nous, il n'y a pas d'histoire de chiffre d'affaires ou quoi. Si quelque chose ne nous plaît pas, on l'arrête. On trouvera un autre moyen de faire du chiffre. Mais à part ça, non, qu'est-ce qui me plaît le moins ? Rien. Que tu fais ce que tu as envie. Et si quelque chose me plaisait pas, je le virerais en fait. Je te dis, on veut pas de salariés. Le seul truc qu'on pourrait embaucher, c'est peut-être un comptable pour qu'il nous fasse la compta. Non, rien. Franchement, rien. Au niveau équilibre vie pro, vie perso, peut-être si tu peux nous parler aussi, l'idée de la plateforme, c'était aussi pour répondre à un besoin du public, mais aussi pour toi. Ouais, bah oui, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse lever le pied. Donc, moi, je suis enceinte, donc je vais avoir un petit bébé pour la fin de l'année, donc au mois de décembre. Donc, il y a un moment donné, on n'aura pas de solution de garde, parce qu'on décide de s'en occuper nous-mêmes. Vous êtes tous les deux à votre compte. On est tous les deux à notre compte. Donc, au bout d'un moment, il fallait aussi commencer à réfléchir à une solution qui permette de faire tourner la boîte sans être forcément systématiquement derrière l'ordinateur, rien que pour s'occuper des enfants. On a créé Arès Conseil, pas pour gagner de l'argent, en fait, on a créé Arès Conseil pour avoir un équilibre pro-perso. Tant qu'on était deux, l'équilibre pro-perso, il était assez simple. Après, quand tu as un enfant, sachant que moi, la manière dont j'envisage ma parentalité, elle est de m'occuper à 100%, de m'occuper moi-même de mon enfant. Enfin, je dis moi-même, mais c'est avec Rodolphe. Du coup, on a commencé à devoir réfléchir à des systèmes, entre guillemets, d'automatisation et de revenus passifs en fait. Du coup, c'est posé la question de comment faire plus de coaching en moins de temps. Et donc, est venue l'idée de la plateforme. Encore une fois, Arès Conseil, on l'a pas créé pour le chiffre d'affaires. D'ailleurs, les gens qui me posent tout le temps la question « Ah ouais, mais du coup, tu gagnes combien depuis que tu es à ton compte ?» Pour moi, c'est un non-sens. C'est vraiment pas l'objectif. Même s'il faut de l'argent pour vivre, on va pas se mentir. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un équilibre pro-perso. Aujourd'hui, on l'a trouvé et on fait ce qu'il faut pour le trouver encore plus pour quand on sera un peu plus à la maison. Et au niveau de l'organisation, alors vous avez prévu quoi ? Est-ce que je sais pas, il y a un jour quelqu'un s'en occupe ? On n'a pas prévu, ça sera quelque chose comme feeling. ça, au feeling en fait. C'est-à-dire que au feeling, est-ce que ça sera un jour lui, un jour moi ? Je sais pas. On s'en fout en fait. On s'en fout parce que le jour où le bébé arrive, on fait notre planning au mois suivant. Enfin, il suffira. En fonction des contraintes de chacun. Ouais, c'est ça. Le seul truc, c'est quand on donne des cours en physique dans des écoles, il faudra pas qu'on soit tous les deux en même temps. C'est très rare de toute façon. Il faudra pas que Rodolphe et moi on donne des cours le même jour à la même heure. Bon, encore qu'on pourrait demander à des grands-parents de nous le garder, mais c'est la seule contrainte, c'est de pas être en même temps à donner des cours en physique quelque part. Mais ça n'arrive jamais, donc c'est pas un problème. Et est-ce que pour toi c'était un sujet, la maternité, enfin je veux dire quand tu as réfléchi à ta vie pro, est-ce que tu t'es dit je veux
cocher la case deck avant d'avoir un enfant absolument. Enfin, est-ce que tu as organisé en fonction de ça ou... J'ai pas organisé en fonction de la maternité, j'ai organisé en fonction de 3 ans, 8 ans max le deck. Maternité ou pas maternité, c'était le deck, c'était au bout de 3 ans. Je sais très bien par expérience, de voir des connaissances, qu'après quand tu commences à avoir des enfants avant d'avoir le deck, c'est pas impossible. Je connais plein de femmes qui ont le deck en ayant eu des enfants, mais ta priorité, c'est pas la même. La priorité d'un enfant, je pense qu'elle passe... Je sais pas, mais je suis pas mère pour l'instant, mais je pense que ton enfant passe quand même avant ton deck pendant de nombreuses années. Donc je savais qu'avoir un enfant avant d'avoir mon deck, ça m'aurait décalé le deck. Or moi, dans mon schéma, pour m'occuper correctement de mon enfant, il fallait être à son compte. Pour être à son compte, il fallait le deck. Donc mathématiquement, il fallait le deck avant d'être enceinte. Donc oui, j'ai pas calculé ma maternité par rapport au deck. Je savais juste que pour être une bonne mère, à mon sens, il me fallait le deck. Il fallait la liberté. Il me fallait être à mon compte. Pour être à mon compte, il me fallait le deck. Il n'y avait pas tortillé, c'était le deck avant la maternité. Mais au-delà de la maternité, j'envisageais pas de mettre plus de 3 ans à passer mon deck. Tout simplement, j'avais pas envie de passer 10 ans à passer mon deck. Et est-ce que tu es fière de ton parcours et pourquoi ? Oui, je suis fière de mon parcours parce que c'est pas facile, contrairement à ce que les gens t'as de la chance, t'as des bonnes notes à l'école, etc. C'est pas facile. Il faut aller jusqu'au bout, quand même. Il y a des gens qui ont des très bonnes notes et c'est vrai. Qui vont pas... Enfin, là, au moment où je parle, je suis en suspension de stage, alors qu'on pourrait se dire... j'ai eu mon DSSAG en 1 an et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et on a le droit. En fait, je suis fière de mes études. Ça, ok, parce que c'est un bac +8, il y a le côté prestige, longue étude, ça. Mais c'est pas ça dont je suis le plus fière je sais pas. Moi, je suis plus fière d'avoir été capable, jeune, de faire des choix par rapport à ma santé, à ma vie telle que je l'imaginais. Je suis plus fière de ma capacité à avoir fait des choix que de ma capacité à avoir réussi des études. Réussi des études, comment te dire ? Pour moi, c'est pas bête et méchant, c'est pas ça, mais il faut bosser, quoi. C'est pas parce que tu as réussi, que tu as obtenu tes diplômes, que tu as eu des bonnes notes, que tu vas être heureux, quoi. Non. Alors que faire des choix, ça... C'est ça. Pour moi, c'est plus compliqué de faire des choix que d'obtenir des diplômes. Obtenir des diplômes, ok, il y a le côté t'es fort ou t'es pas fort, mais si tu travailles, si tu t'entoures bien, si tu suis des cours, la bonne méthode, c'est faisable. Tout le monde, c'est con, mais tout le monde peut avoir le deck. Ça, j'en suis fière parce que quand même un bac +8, c'est bien, c'est beau, ma mère est contente. Tout le monde peut l'avoir, mais tout le monde ne l'aura pas. Tout le monde, si tu veux l'avoir, le deck, bon, c'est faisable. C'est pas impossible. Il y a des gens qui étaient pas très forts à l'école, qui ont eu le deck. J'en ai eu dans le podcast. C'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir vraiment une variété, de dire il y a des gens c'était vraiment des cancres et il y a des gens qui étaient très bons à l'école, et il y a des gens qui étaient moyens. Ça reste un diplôme, ça reste un examen, 4 heures avec des questions, un QCM, un machin. Je veux dire, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc je suis fière de ça, mais moi je suis surtout fière d'avoir été capable de faire des choix pas évidents, et c'est pas des choix que les gens te poussent à faire. Tu vois, j'ai pas eu 15 personnes autour de moi. Le deck, tout le monde m'a dit allez, fais le deck. C'est pas très compliqué de se motiver pour le deck. Par contre, se motiver à quitter ton cab à 27 ans alors que t'es pas diplômé, là je suis plus fière de ça, des choix que j'ai réussi à faire, et être fière à 27-28 ans, avoir monté ma boîte elle roule, je fais mes choix, ça évolue, on est content. Ça, j'en suis plus fière. Le parcours des études, évidemment aussi. Mais moi, je trouve que ma capacité, elle a plus été à me remettre en question, à vraiment me demander ce que je voulais faire dans la vie, mais vraiment me questionner jeune et avoir pris les décisions en conséquence. Et je suis plus fière de ça et je communique plus là-dessus que sur mon diplôme en lui-même. Et justement, tu disais que tu communiques plus là-dessus. Toi, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 1 an que tu publies sur LinkedIn ? En fait, moi, LinkedIn, au tout début, je partageais des posts là pendant que je faisais mon mémoire de... En fait, j'ai utilisé LinkedIn pour mon mémoire de deck. Pour de la veille ? Ouais, pour faire de la veille, rencontrer des gens, mettre des gens dans mes entretiens, là, tout ça. Et puis un jour, quand j'ai eu le deck, j'ai fait un post. J'avais jamais utilisé LinkedIn, mais vraiment, j'avais jamais posté de ma vie. Je fais un post pour dire que j'avais eu le deck. Puis qu'on montait une boîte, mais vraiment comme ça. C'était ton premier post ? Tout premier post. Mais j'avais eu genre 2000 likes. Enfin, la machine s'était emballée. Et là, et à ce moment-là, beaucoup de gens nous avaient appelés en nous disant « Ah, vous êtes expert comptable, on veut un expert comptable. » Donc je me suis dit « Des clients ou des gens des entreprises qui voulaient être nos clients. » Et là, je me suis dit « Ok, en fait, LinkedIn, ça peut te rapporter des clients. Ok. » Et j'avais vu le nombre de vues que j'avais fait, je fais genre 200 000 vues ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ok, quand tu dis quelque chose, il peut y avoir 200 000 personnes qui le voient. Ok, c'est puissant. Et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va tenter. Et je me suis mise mais c'est vraiment un pur hasard, parce que moi, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, machin, je connais pas. Enfin, non, j'ai même pas TikTok. Je savais pas communiquer là-dessus, mais encore une fois, je savais pas, j'ai appris. Et du coup, ça a été un hasard pur et dur, cette histoire de post LinkedIn qui s'est emballée avec des clients qui ont voulu bosser pour
qui ont voulu rentrer dans notre cabinet. C'est vrai que c'est marrant, moi aussi des fois, moi c'est très à la marge parce que vu les sujets que je partage, c'est plutôt sur la profession, mais c'est vrai que des fois tu reçois des messages. Est-ce que vous pouvez faire ma compta? Et moi je suis en mode surtout pas, non. Ouais, surtout pas. Et j'ai rencontré plein de gens suite à ce post, des gens qui m'ont, mais même des gens qui veulent bosser chez nous aussi, tu vois, des gens qui veulent un job chez nous. Bon bref, et je me suis dit ok, LinkedIn ça peut être puissant, et de là j'ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième post, et du coup c'est devenu mon canal de communication principal, mais pur hasard. C'est pareil, quand j'ai quitté mon job, je savais même pas que LinkedIn j'allais l'utiliser. D'ailleurs on pensait faire de la pub, on pensait faire des flyers à l'époque, tu vois le truc, on était complètement... Alors que finalement maintenant c'est juste... J'ai même pas imprimé mes cartes de visite. Ouais, j'ai même pas imprimé mes cartes de visite, c'est pour te dire. Surtout que le coaching deck, je pense que ça marche pas mal sur LinkedIn. Après, Rodolphe a quand même un réseau physique. Oui, lui, il en a moins parlé réseaux tout à l'heure. sociaux. Ouais. Voilà, il aime moins les réseaux sociaux. Mais c'est bien d'avoir les deux. Ouais, il faut. Donc lui, c'est plutôt réseau physique qui marche aussi très bien, bouche à oreille, des vrais réseaux, des vrais groupes, des vraies soirées dans des réseaux, etc. Lui, c'est plus ça, même si je l'accompagne. Moi, c'est plus les réseaux sociaux. Peut-être une question de génération aussi, mais par hasard, tombé sur LinkedIn par hasard. Par contre, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, là, j'ai dit bon, ok, d'accord, ça peut être puissant. Et maintenant, effectivement, c'est ça que j'utilise. Ouais. Et ça te fait pas peur de te mettre en avant? Il y a des personnes, tu vois, qui osent pas et qui se disent non, j'aime pas parler de moi, tout ça, tu vois. Alors, je fais des posts qui me concernent, mais je fais attention à ce que je fais. Je vois beaucoup de gens sur LinkedIn qui postent vraiment ce qu'ils pensent sur des sujets, mais même des sujets hyper controversés. Je te parle pas de la profession, je te parle de Je savais pas si tu parlais de moi ou pas. Non, alors... C'est semi-controversé. Ouais, toi, c'est semi-controversé, c'est sur la profession. Non, je te parle de gens, genre, je cite toujours les mêmes. Sur le racisme, la politique. Ouais, voilà, Nina Ramen, Thibault Louis, des mecs qui publient des trucs, Ulysse Lubin, tout ça. C'est le fait d'être clivant, et du coup, ça fait des réactions, des commentaires. Voilà, c'est, comme tu dis, c'est ce qui fait du clic. Le problème, c'est que ça engendre des haters, et ça, moi, je suis incapable de le gérer. C'est-à-dire, moi, des gens qui vont venir m'écrire un message privé pour me dire que ce que j'écris... c'est de la merde ou des choses comme ça. Je peux pas le gérer. T'écris, je pense que ça va, mais c'est plus quand on te dit, en fait, si c'est quelque chose que tu penses vraiment, en fait, tu le prends comme une attaque personnelle. Que si on te dit t'écris de la merde alors que c'est un truc que tu penses sincèrement au fond de toi, en fait, t'as l'impression qu'on te dit tu es une merde. C'est pour ça que je fais toujours des posts où je dis toujours ce que je pense, mais j'essaie que ce soit toujours des posts à visée positive, c'est-à-dire un truc qui va encourager les gens, etc. J'essaie de ne jamais faire des posts qui vont dénigrer quelqu'un ou quelque chose, pas parce que je le pense pas, mais juste parce que j'ai peur des retombées. Et moi, clairement, je suis pas du tout prête à me prendre une vague de haters dans la tête, ni en commentaire, ni en live, en truc, ce que tu veux. Si ça m'arrive, je pense que je quitterai LinkedIn définitivement. Donc, comme je suis vraiment pas prête à m'exposer à ce point, je fais toujours des posts où je me dis, le mec qui veut vraiment rager sur mon post, il faut vraiment qu'il cherche la petite bête. Donc, c'est-à-dire que c'est un chieur et que dans tous les cas, tu le prendras pas forcément. Et du coup, ça m'est jamais arrivé parce que je pense que en fait, mes posts ne donnent pas envie à des gens relous de rager dessus. Mais par contre, je fais très attention à ce que je communique. Je fais toujours relire mes posts à Rodolphe, qui parfois me les fait reprendre parce qu'ils sont trop... Je suis un peu comme toi, oui. Quand j'écris, parfois, ça part fort. Donc, Rodolphe relit systématiquement mes posts pour vérifier que j'ai pas eu une phrase un peu trop... comme si, comme des ça. Fois, toi, tu l'as pas forcément vu. Ouais, moi, j'écris comme ça parce que... Comme ton oral où tu disais « Oh, bah non, mais les bigs... Si tu veux, moi, j'ai quand même toujours eu un discours. Par contre, à l'oral, quand je discute, quand je fais des conférences, quand je suis en cours, etc., je suis très cash. Par contre, à l'écrit, et il a complètement raison, ça reste, ça peut être mal interprété, c'est écrit, les gens sont anonymes. Les gens te répondent de manière anonyme. Donc, c'est un peu tout le monde se lâche sur les réseaux sociaux. Et c'est visible par tout le monde aussi. C'est visible par tout le monde. Moi, je suis très, très angoissée par ça. Pour moi, c'est ma hantise, les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc, je fais attention à ce que j'écris. Je fais relire mes posts par Rodolphe. Si on a un doute sur quelque chose que j'ai écrit, je le reprends ou je le supprime. Donc, je me dévoile un petit peu, mais pas non plus je tends pas la perche non plus. Je tends pas le bâton pour me faire battre, pour une raison toute simple, c'est que j'ai pas les épaules pour supporter la critique, en fait. Donc, je fais très attention à ce que je communique, même si je suis quand même connue pour avoir un discours quand même qui va toujours dans le même sens. Mais j'essaye de faire en sorte que le post ne donne jamais l'occasion à quelqu'un d'être méchant, tout simplement. Oui, par exemple, tu peux dire, je me rappelle plus exactement de ton post, mais
tu as eu ton deck, donc tu as un bac plus 8 en compta, tu fais pas de compta, ça veut pas pour autant dire que tu dis les experts comptables sont des gros cons. Jamais. C'est pas ça. Jamais. C'est alors, toi. Je peux le penser. C'est pas un problème. Pas forcément tous. Je peux le penser. Non, pas tous. Non, mais je peux penser des choses. Par contre, de là à l'écrire sur les réseaux sociaux et à. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et voilà, je fais très attention. C'est pas une question d'image ou de choses comme ça. C'est juste que je serais incapable de. Je pense que si ça devait m'arriver, je supprime LinkedIn et je pleure, quoi. Enfin, si je devais me prendre des attaques personnelles suite à des posts, j'en ressens pas du tout la capacité. J'ai pas la capacité de faire face à ça. Donc, je considère que les réseaux sociaux sont très dangereux. Mais vraiment, je vois vraiment ça comme quelque chose de dangereux, les réseaux sociaux. Donc, je publie assez pour motiver les gens, pour que voilà, ils soient motivés par mon discours, etc. Mais jamais trop pour pas non plus me prendre des vagues dans la tête. C'est pas mon but. Puis j'ai vraiment rien à faire. D'avoir des débats sur LinkedIn, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens s'identifient. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens s'identifient, voient un message positif. Beaucoup de gens qui m'écrivent en message privé pour me dire. Je sais pas, moi je vous suis sur LinkedIn, ça me fait beaucoup de bien, merci ce que vous faites, etc. Ça me fait plaisir. Par contre, ouvrir un débat sur la profession, le racisme, le féminisme, je rentre jamais là-dessus parce que ça m'intéresse pas de discuter avec des gens sur LinkedIn par commentaires interposés de ce qu'on pense de la profession, du racisme et du féminisme. Donc, j'adore lire les posts des gens là-dessus. Je me dis, ouais, quand même, je pense pareil. Et puis, ouais, ils se mouillent. Mais moi, le faire, j'endosse pas ce rôle. Trop peur. Je demandais aux auditeurs s'ils avaient des questions à te poser par rapport à ton parcours. S'il y avait un conseil que tu pourrais donner à la Laure qui a 20 ans, qui est en IAE, là, qui dit qu'elle ne va pas être expert comptable, qu'est-ce que tu lui dirais ? Attends, je réfléchis parce que j'ai tellement toujours fait du coup ce que j'avais envie que du coup je me demande quel ça conseil peut être fait ce que tu as envie. Hein. Ouais, c'est en fait de se dire que... Attends, quand j'avais 20 ans, j'étais où ? J'étais à la fac. Ouais, c'est de se dire qu'en fait, rien n'est impossible. Moi, j'ai mis du temps à... Moi, j'écoutais les autres un peu au début. Bon, après, rencontrer Rodolphe, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais tu vois, c'est... rencontré où ? J'ai rencontré à l'annexe. Ça peut faire un comme peu quoi, si vous cherchez un conjoint, voilà, n'allez pas sur Tinder, allez à l'annexe. Non, j'ai rencontré à l'annexe il y a 6 ans. Et en fait, de la manière dont tu es accompagné et par qui tu es épaulé, ça change tout. Donc je dirais, ouais, à la Laure qui a 20 ans, garde ton mindset et rien n'est impossible et juste sois têtu. En fait, c'est une force d'être têtu. Juste sois têtu et reste comme ça. Oui, c'est vrai que du coup, on en a pas parlé dans cet épisode, mais l'état d'esprit, c'est super important, peu importe la profession, peu importe l'âge, peu importe... Pour moi, tu réussis pas dans la vie avec un diplôme, tu réussis dans la vie avec un état d'esprit. J'ai vu des gens ultra diplômés, mais vraiment très diplômés, avoir des vies de merde, voilà. Et des gens pas diplômés du tout. Des vies de merde qui étaient malheureux qui étaient malheureux, oui. Ouais. Quand je dis vie de merde, c'est qui ont une vie qui ne leur convient pas. C'est-à-dire, après, moi, je juge pas de qu'est-ce qu'est une bonne vie ou pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Ça peut être... Enfin, voilà, chacun sa vie. Mais quand je dis des vies de merde, c'est des gens qui se plaignent, qui sont malheureux de leur quotidien, etc. Donc, et qui pourtant étaient surdiplômés. J'ai vu des gens pas du tout diplômés, genre peut-être même pas un bac ou des choses comme ça, avoir des vies géniales par rapport à ce qu'eux ils voulaient. C'est juste une question de mindset. Donc pour moi, il y a plus à travailler le mindset que les études. Si après tu arrives à cumuler les deux, bon bah là c'est encore mieux. Mais Ok, super pour ce conseil. Alors du coup, on a les 2 principales questions. Que faut-il faire pour enseigner après le DEC ? Parce que peut-être qu'on peut penser qu'il faut passer, des concours pour être prof ou autre. Toi, comment ça s'est passé pour toi ? C'est marrant, c'est la question qu'on me pose le plus par message. Ah ouais, comment tu fais pour donner des cours en école de commerce ? En fait, c'est comme si je te disais comment tu as fait pour monter ta plateforme de fiches DSCG et en fait, comment tu fais pour aujourd'hui faire des podcasts ? En fait, il y a pas... Enfin, je sais pas en fait comment on fait pour enseigner un truc. On fait quoi ? On fait qu'on communique, on dit aux gens qu'on aime ça. Il n'y a pas de secret. En plus, toutes les écoles recherchent. Toutes les écoles. Moi, j'ai accepté une école, mais je pense que j'ai été sollicitée par au moins 4-5 écoles pour enseigner. Et c'est eux qui t'ont envoyé, ils t'ont contacté. En fait, ils contactent des experts comptables. Les experts comptables ne peuvent pas, donc ils te contactent à toi. Après, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que tu es à l'écoute des opportunités ? Est-ce que tu vas chercher les opportunités ? Est-ce que tu ouvres tes oreilles au bon moment ? Est-ce que quand quelqu'un te parle, est-ce que tu vas vers les gens pour dire ce que tu sais faire ? Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils avaient un besoin à l'école de commerce. Il se trouve que j'avais une copine qui enseignait là-bas, qui m'a dit tiens, ils cherchent un prof. Et puis j'ai eu un entretien avec le directeur. Et puis voilà, mais il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a pas de concours ou de diplôme à passer, tu sais, comme pour être prof pour les écoles. Au final, tu es plus intervenante extérieure. Non, par contre, tu n'es pas salarié enseignant. Enfin, tu n'es pas enseignant salarié, tu n'es pas un vrai professeur, tu es un expert comptable qui donne des cours. Ouais.
Mais il y a pas... Moi, je te dis, il y a beaucoup de gens qui, a priori, ça les botte de donner des cours, qui m'ont dit comment on fait. En fait, j'ai répondu je ne sais pas, parce que il y a pas de mode d'emploi. C'est toujours pareil, c'est une question de... il faut discuter, il faut parler, il faut utiliser LinkedIn, il faut dire ce que tu sais faire, il faut dire à des experts comptables que tu serais intéressé par des cours, comme ça eux quand ils refusent des cours ils te les proposent à toi. Voilà, il n'y a pas de... une bonne idée, ça. Ouais, il y a pas. Et puis les écoles, elles cherchent tout le temps. Puis on peut commencer à donner des cours même en étant. Mais moi je connais des gens qui. Fac, mais oui, moi je connais des gens qui donnent des deck, cours qui sont pas du tout experts comptables. Ça dépend de ce que tu veux donner comme cours, mais moi. Si tu veux faire du coaching deck, c'est mieux d'avoir son deck quand même si on n'est pas obligé. Hein, mais. Ouais, alors c'est toujours pareil, c'est une question de légitimité. C'est comme faire du coaching DSCG alors que t'as pas eu ton DSCG. Bon après c'est une question de légitimité, mais donner des cours, franchement, c'est pas compliqué. Enfin, toutes les écoles recherchent. Bon après il faut être bon. Si t'es nul, bon voilà. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais c'est marrant, tout le monde me pose la question. J'ai l'impression que les gens, ça les fait. Il ne faut pas se mettre de barrières. Hein. Ben non, c'est juste qu'à un moment donné, il faut ouvrir tes écoutilles. Et c'est comme toi, tu as créé ton podcast, on ne te demande pas comment tu as fait. Non, personne ne m'a demandé. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Parce que personne ne veut le faire. Non, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Enfin, si tu veux, au bout d'un moment. Tu te renseignes. Enfin, moi, je ne savais pas non plus quel matériel, quel logiciel. Ouais. Tu tapes sur Internet comment faire un podcast, tu regardes les matériels. J'ai une copine qui m'a dit ils sont dans la merde dans telle école, ils cherchent un prof, ça t'intéresse? Au début, j'ai dit non, parce que je pensais que c'était des cours de compta. Donc, je les avais refilés à Rodolphe. Et puis finalement, en fait, c'était de l'audit, donc oui. Et enfin, bon, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. Saisir les opportunités aussi. C'est ça, c'est saisir les opportunités. Et en termes de revenus, alors sans forcément dire combien tu gagnes, celle-là. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu gagnes ou pas? Parce qu'on pourrait se dire, moi, je veux être expert comptable parce que ça gagne super bien sa vie. Donc, en fait, moi, je bénéficie du chômage pendant 2 ans. Donc, la stratégie, c'est de ne pas se rémunérer sur la boîte pendant les 2 ans. C'est de mettre toute la trésor en trésor. Et satisfaite, oui. Alors après, si tu veux gagner 15 000 € par mois et que, comme moi, tu bosses 2 heures par jour, c'est chaud. Donc voilà. Après, moi, la stratégie, c'est pas de gagner beaucoup parce que plus tu gagnes, plus tu payes des impôts, plus du machin. Donc, c'est pas la stratégie. Moi, la stratégie, c'est de me verser, c'est d'optimiser en fait. C'est de me verser ce qui va bien pour vivre tout en optimisant. On est expert comptable à la base, hein, donc le but, c'est quand même de réfléchir un peu à tout ça. J'ai quitté Toulouse, donc j'habite à 1 heure de Toulouse. Donc, moi, ma maison coûte moins cher qu'à Toulouse. Enfin, en fait, si tu veux, quand tu te mets à ton compte, le revenu n'a plus rien à voir avec les autres parce que la boîte te passe des trucs en frais, tu optimises différemment, ton emprunt n'est pas le même que si, parce que vu que je travaille à mon compte, je me suis éloignée de Toulouse parce que j'ai aucun intérêt à vivre dans le centre de Toulouse, donc ma maison me coûte 2 fois moins cher que mes copines. Parce que tu travailles de chez toi. Je travaille de chez moi, je n'ai pas besoin de venir sur la ville, donc ma maison me coûte 2 fois moins cher, donc déjà quand tu as un emprunt divisé par 2, si mon salaire était divisé par 2 par rapport à mes copines, j'aurais le même train de vie. Donc le revenu, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on n'a même pas calculé combien on allait se verser. On s'en fout un peu d'ailleurs. Par contre, ouais, je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, mon train de vie est meilleur. Et meilleur ou sera meilleur. Même mon train de vie financier. Parce que, ok, en termes de salaire brut, là, ce que tu regardes sur ton salaire à la fin, c'est peut-être pas le même. Mais déjà, quand tu divises ton emprunt par 2, tu peux baisser en salaire, hein, c'est pas un problème. Pareil, quand moi je pars pas en vacances au mois d'août, quand tout coûte 50% plus cher, je passe en vacances en décalé. Tout est moins cher en fait quand tu es à ton compte parce que tu fais tout différemment. Comme tu dis, il y a des trucs qui passent sur la boîte. Il y a pas mal de trucs qui passent en frais. Enfin, je veux dire, on optimise tout. Donc en fait, mon salaire, ça sert à rien. Par contre, en termes de train de vie, de niveau de vie et de qualité de vie, je suis beaucoup mieux que quand j'étais en cabinet. Par contre, le salaire à la fin de ma fiche de paye, là, je gagne pas 10 000 € par mois, je les gagnerai jamais et c'est absolument pas un objectif. Mon objectif, comme je t'ai dit, quand j'ai monté Arès, c'était d'avoir une vie qui me convienne. Après, si tu cherches à gagner 10 000 € par an, il faudrait avoir un business model un peu différent, je pense. Ok, le principal, c'est que tu sois heureuse. Oui. Et écoute, merci beaucoup, Laure, pour cette interview. Merci pour ton temps. Et puis, je te souhaite pas de bonnes vacances alors, puisque tu pars pas en août. Ah si, je pars en août, mais avec l'ordinateur, parce que comme j'accompagne tous mes coaching decks pendant le mois d'août... oui, tu n'as jamais vraiment de vacances. Je coupe parfois, mais hors période. Les périodes de coaching deck quand même, les grosses périodes de coaching deck, je peux pas planter tout le monde pendant 15 jours, donc je bosse le matin et après l'après-midi, je fais ma vie en vacances. Bon, bonnes vacances alors. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h